j'ai le grand plaisir de venir animer cette séquence qui s'intitule « Quand l'espace nous inspire ». Et je vais inviter sur scène Sylvain Michel pour le CNES, le Centre national d'études spatiales, si tu veux. Ainsi que Barbara Belvisi et Jim Ronet pour Interstellar Lab. Et ce sera pour plus tard pour Jean-Pierre Gou, on vous fera venir tout à l'heure. Bienvenue. Tous les trois, vous allez nous apporter votre regard, votre témoignage, votre retour d'expérience sur la manière dont l'exploration du vivant peut nourrir vos réflexions sur l'exploration spatiale, mais peut-être également un regard rétrospectif sur notre vie sur Terre. Pour démarrer, je voudrais partager une petite réflexion qu'on entend souvent, c'est pour quelle pertinence du biomimétisme pour le secteur spatial, alors qu'il y a finalement peu de vie dans l'espace, en tout cas pas de vie connue dans l'espace qui nous est accessible. On est dans un milieu qui est extrêmement contraint et très peu favorable à la vie. Donc ça pose une vraie question de la pertinence de ce sujet. On l'a vu dans la table ronde précédente, très proche des matériaux biologiques, des matériaux du vivant. Mais pour ça, je pense qu'il y a trois grands axes de réponse qu'on va explorer peut-être avec chacun d'entre vous. Un premier qui est le plus classique, ces espèces extrémophiles, de dire que le vivant est quand même capable d'explorer quasiment tous les milieux et que par ces espèces extrémophiles, on peut repenser la technologie et nos infrastructures sur ces espèces qui ont des propriétés remarquables d'adaptation aux milieux contraints. Le deuxième niveau, c'est presque par la dimension plutôt écosystémique qu'on verra probablement chez Interstellar Lab, de se dire que l'espace peut avoir beaucoup de points communs avec certains milieux désertiques, avec les grands fonds marins, et qu'on a sur cette dimension d'écosystème des parallèles à tirer entre nos écosystèmes vivants et les écosystèmes qu'on aurait besoin de recréer en lien avec nos infrastructures spatiales. Le troisième volet, c'est plutôt par la fonctionnalité, de revenir aux besoins techniques, fonctionnels dont on a besoin et de chercher à transposer sur les matériaux, mais pas seulement, sur la gestion de l'information également, la manière dont on peut tisser des liens entre le fonctionnement du vivant et le fonctionnement de nos technologies et infrastructures. Voilà pour la petite introduction de la séquence. Donc, pour moi, c'était on peut se rassurer, il existe un vaste champ des possibles sur le biomimétisme pour le secteur spatial. Et je vous propose de rentrer dans le concret en me tournant vers Sylvain Michel pour une présentation qu'on va assurer tous les deux en duo et qui consiste en un retour d'expérience sur la manière dont le CNES et le CBIOS que je représente travaillent ensemble sur cette déclinaison du biomimétisme au service des activités spatiales. Sylvain, je te laisse la main. Merci Laura. Donc pour vous expliquer comment le CNES et le CBIOS collaborent, on aurait pu vous faire un ballet de jolis slides qui auraient montré des jolies courbes ascendantes, qui montraient des jolis KPI qui progresseraient. Mais la vie n'a pas été aussi linéaire. Et on a connu des hauts, mais aussi des bas finalement. Pour mon équipe d'innovation, au CNES Toulouse, tout commence le 19 février 2018, par la première téléconférence entre le CNES et le CBIOS, que mon collègue François Spiro, qui est dans la salle, ça doit être la personne toute rouge parce qu'il ne sait pas que j'allais le citer, a plus tard résumé par cette phrase que j'ai retrouvée dans notre code conduit interne d'équipe: le spatial pourrait significativement bénéficier de cette nouvelle science. Parole de visionnaire. En août 2018, mon équipe d'innovation joue son rôle d'éclaireur en demandant au CBIOS de brosser un panorama des activités spatiales pouvant bénéficier du biomimétisme et de définir un projet pilote alliant spatial et biomimétisme. Tout à fait. Donc, entre novembre 2018 et mai 2019, 3 ateliers ont été organisés au CNES Toulouse avec une animation collégiale qui rassemblait CBIOS, Big Bang Project et Bioxégie afin de sensibiliser à l'approche du biomimétisme au sein des directions du CNES. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une démarche très transversale à tous les secteurs d'activité du CNES pour vraiment propager cette thématique, cette approche, cette méthodologie de conception. Alors, le premier atelier avait été plutôt enthousiasmant parce qu'on avait plus d'une vingtaine de participants. Mais le deuxième atelier a un succès un peu plus modéré, on n'avait plus qu'une quinzaine de personnes, et le dernier atelier, seulement 8 participants. Donc on s'est aperçu qu'il y avait
cette approche très transversale qu'on voulait commune à toutes les directions, finalement, n'était pas forcément la meilleure approche et qu'on avait besoin de trouver peut-être un angle d'attaque, une approche peut-être plus singulière pour vraiment pénétrer dans les métiers du CNES. Donc à ce moment-là, un moment de doute finalement. Est-ce qu'on est assez mature? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Moi, je ne suis pas encore impliqué. Hein. C'est François Spiro qui pilote le biomimétisme. Et ce n'est pas moi qui vais apporter la solution, mais un peu quand même, mais par hasard. Parce qu'en fait, dans un monde parallèle, moi je ne m'occupe pas de biomimétisme du tout. En mai 2019, je suis dans un atelier de créativité interne. Oui, c'est un vrai témoignage, hein. Avec des aspérités. Donc dans un atelier de créativité interne qui vise à inventer des technologies pour faciliter la gestion du trafic spatial. Voilà, on a des problèmes de trafic spatial, on pourra en parler si vous voulez, volontiers. Et dans cet atelier de créativité, j'ai des collègues qui font des post-it bizarres, qui parlent de bancs de poissons, de satellites biodégradables. Alors, bon, je sais qu'en atelier de créativité, il ne faut pas mettre de post-it à la poubelle, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Hein. J'ai une pile de post-it sur mon bureau qui prend la poussière. Et plus tard, le CBIOS émet son premier rapport intitulé Biomimétisme, étude d'opportunité pour le secteur spatial. Donc vous voyez ici un extrait, page 12. C'est un document un peu historique dans la collaboration CNES-CBIOS qu'on vous montre. Et ce tableau, il résume les sorties des ateliers. Et là, quand je le lis, entre deux réunions, moi, l'ingénieur qui travaille sur un nouveau paradigme d'utilisation de l'espace, dont le recyclage en orbite, je suis étonné de voir manufacture additive par le vivant, stratégie de cicatrisation. Tiens, on pourrait faire des matériaux auto-cicatrisants dans l'espace. Quand on se prend des petits débris, on pourrait réparer. Intelligence collective, on pourrait faire voler des satellites en essaim pour remplir ensemble un même service, à moindre énergie peut-être. Des capteurs inspirés de la nature. Et je vous avoue que vous pouvez me huer, mais moi je faisais partie des ingénieurs qui ne voyaient pas vraiment l'intérêt, François tu le sais, du biomimétisme a priori, puisque pas de vie dans l'espace. Et bien j'avoue que j'ai dû revoir mon jugement. Quelques mois plus tard, premier contact avec le CBIOS, 2 octobre 2019, grâce à François Spiro et notre sous-directeur commun Michel Faupe, qui nous a appuyés dans toute la démarche. Et on rencontre Laura au CNES Toulouse. Et là, on décide d'engager un projet pilote. Il faut vraiment qu'on ait le cœur net. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret sur le sujet? Donc là, pour nous, il s'agit vraiment d'un moment charnière parce que Sylvain, tu permettais d'arriver avec des problématiques concrètes à explorer avec les équipes et sur lesquelles on allait pouvoir pleinement déployer l'approche du biomimétisme. Donc Sylvain, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu mieux les sujets concrets qui ont été regardés, mais aussi dans quelles conditions opératoires un petit peu on a voulu travailler ensemble? Alors volontiers. Et très vite, on a décidé de travailler sous forme d'atelier de créativité et on a émis des règles du jeu. Alors je vais vous en citer 6 pour cadrer le concept. D'abord, on a tenu à ce que l'atelier réponde à une problématique concrète des équipes du CNES, problèmes techniques, technologiques, systèmes. Et on les a mis en situation de sponsor interne, de client interne, appelez ça comme vous voulez, mais on a impliqué ces acteurs-là dans la préparation de l'atelier, dans la conduite de l'atelier. Et ça s'est avéré, spoiler alerte, une approche très couronnée de succès par la suite. Ensuite, on a voulu que les personnes impliquées soient des ingénieurs avec une expertise des projets spatiaux. Pas des ingénieurs innovation comme moi, il en faut peut-être, j'espère, mais des ingénieurs experts dans leur domaine d'expertise, en matériaux, en système de contrôle d'attitude, en propulsion, en mécanique orbitale, etc. etc. Des gens qui ont l'habitude de faire du spatial as usual, qui maîtrisent l'état de l'art, qui maîtrisent les technologies, qui propulsent des développements technologiques et de façon pertinente. Et on a voulu les acculturer, eux, à la bio-inspiration, eux directement, je veux dire. Troisième règle, en début d'atelier, on souhaite que le CBIOS, en l'occurrence, passe du temps à expliquer la méthodologie. Voilà, montrer que c'est une approche, que ce n'est pas une secte ou quoi que ce soit. L'animation effectuée par le CBIOS. Toutes les productions issues de collectifs sont distribuées aux participants. Ça, je pense que c'est une bonne pratique dans les ateliers de créativité. Voilà. C'est à vous, on vous le donne au format brut. Et enfin, last but not least, les sorties des ateliers sont consignées dans un rapport publié par le CBIOS
qui a permis d'aller plus loin et de montrer toutes les sorties et toutes les potentialités levées lors des ateliers, travaillées lors des ateliers. Pour chaque atelier, il ne faut quand même pas négliger l'effort de préparation en coopération CNES-CBIOS, plusieurs heures généralement, pour faire exprimer les enjeux et puis aussi anticiper les axes de fouille de la donnée biologique, parce qu'évidemment, on ne peut pas l'improviser complètement pendant un atelier. En tout, à ce jour, on a déjà organisé 4 ateliers. Alors 4, c'est pas beaucoup, et c'est beaucoup à la fois. Je vous laisserai en juger. On est plutôt satisfait quand même. Si on revient en arrière 2 ans avant, est-ce qu'on arrive à faire 4 ateliers et bientôt 5 ? C'était pas gagné. On a commencé par identification à distance, en décembre 2019. Recyclage en orbite. Oui, on ose tenter le coup. Alors ça devait être en mars 2020, et puis un petit événement qui l'a décalé, en novembre. Essaim de satellites. Ce coup-ci, on a fait 2 fois un jour, fin 2020, début 2021, avec une équipe d'avant-projet qui avait déjà travaillé le sujet, sous un angle, on va dire, traditionnel. Et le mois dernier, cybersécurité, et là, dans quelques semaines, intelligence au pluriel. Et alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'illustrer concrètement à quoi ressemble un de ces ateliers, en se concentrant sur l'exemple de l'identification à distance. Alors Sylvain, je te laisse nous présenter peut-être le cadre et les enjeux. On a commencé par un constat, une problématique de départ. C'est que, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais les objets spatiaux, ils n'ont pas conscience dans l'environnement. Ils sont assez ignorants, voire complètement. Il faut donc sans cesse les surveiller leur environnement. C'est un peu comme des enfants qu'on tient par la main. Au sol, vous avez des centres de contrôle qui leur disent va par-ci, va par-là, attention. Même pas, on leur dit même pas attention, tu risques de rentrer en collision. On leur dit manœuvre de telle direction pendant telle durée. Voilà. C'est très, très bête finalement un satellite, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour ma profession et pour les satellites. Et donc concrètement, ça nécessite de construire, d'utiliser des radars, des télescopes, parfois aussi des télescopes qui sont en orbite, des radars qui sont en orbite, ça existe aussi, mais ils ont tous leurs limites. Par exemple, les radars au sol, ils ne voient pas les objets les plus petits. Aujourd'hui, on a 150 millions de débris de 1 mm et plus en orbite. Ça fait 9000 tonnes dans l'espace. Donc c'est un vrai sujet, la gestion du trafic spatial, on pourra en reparler. Et donc toutes ces infrastructures d'observation, ça coûte cher. Il faut les maintenir, il faut les exploiter. Et puis ensuite, bien sûr, vous imaginez bien, pour traiter ces informations qui portent sur des centaines de milliers, voire des millions d'objets spatiaux, il faut des infrastructures au sol, des data centers, des algorithmes, et puis des gens dont c'est le métier, de fouiller cette donnée-là, de l'analyser, de déterminer quel satellite devrait manœuvrer, etc., etc. Donc avec mon équipe, on a une intuition. Et si on renversait le paradigme, si les satellites avaient conscience de l'environnement, s'ils pouvaient être autonomes en décidant eux-mêmes de la conduite à tenir en fonction de l'environnement, à la clé, il y aurait des économies d'infrastructures énormes, d'économies de moyens, et puis bien sûr, mais je ne vous apprends rien si vous êtes là, on aurait toutes les vertus d'un écosystème d'utilisateurs de l'espace doté de fonctions sociales, donc qui serait plus résilient, plus réactif, plus agile, etc. Et donc, pour venir nourrir ces réflexions, côté CBIOS, on a procédé à toute une exploration biologique, une exploration du vivant en réponse à cette problématique de l'identification à distance, qui pour nous recouvrait 2 notions importantes. D'abord, le marqueur d'identité. C'est quoi la nature de l'information qu'on a besoin d'échanger ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment satellite dépendant ? Est-ce que ça représente un sous-collectif ou au contraire un ensemble plus vaste ? Et enfin, quelle modalité de communication, quelle modalité d'échange de l'information, où est la source d'énergie, de quelle manière est-ce qu'on a codé cette information, quels sont les partenaires dans cet échange, est-ce que c'est 2 à 2, est-ce que c'est plus dans un groupe plus large. Et donc on a été regarder dans le vivant toutes ces déclinaisons, en fait, une fois qu'on est monté en abstraction, le parallèle entre c'est un collectif de satellites ou différentes communautés biologiques, c'est beaucoup plus simple. Donc en termes de marqueurs d'identité, on a regardé l'information génétique, les sécrétions physiologiques qui peuvent être spécifiques à certaines espèces ou certains individus, des spécificités morphologiques, des stratégies comportementales, on peut penser au chant des oiseaux, à la danse des abeilles, et donc plein de déclinaisons vraiment biologiques qui viennent illustrer des incarnations physiques de la fonction qu'on recherche.
En termes de stratégie de communication, on en a évidemment plein d'exemplaires dans le vivant pour toutes les espèces, parce que chaque taxon du vivant va avoir sa propre façon de communiquer. Pour des fonctions de prévention d'un danger, de contribuer à la reproduction, de partage des ressources, etc. Donc, selon différentes déclinaisons, ce ne sont pas moins de 17 exemples biologiques qui ont été décortiqués, analysés, expliqués pour alimenter les participants lors de cet atelier. Et 3 de ces exemples biologiques sont aujourd'hui approfondis en fiches R&T. Donc ça, c'est un outil du CNES pour vraiment incarner l'idée d'innovation dans une fiche recherche et technologie. Tout à fait. Et donc, voici des concepts qu'on aimerait explorer plus avant avec nos processus d'innovation. Alors, accepter qu'on pourrait s'inspirer du modèle du papillon morpho pour imaginer marquer chimiquement les ergols, c'est-à-dire le carburant qu'a abordé satellite. Et donc, ça permettrait de marquer individuellement chaque satellite. Il y aurait avec un marqueur, par exemple, un marqueur chimique. Et chaque satellite pourrait être doté de l'équivalent d'un nez, finalement, pour détecter ce marqueur-là. Ça pourrait être un instrument hyperspectral, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise au CNES en termes technologiques. Et avec ces deux objets, on a changé ni plus ni moins que le paradigme d'utilisation de l'espace, où les satellites se détectent. Un deuxième concept qu'on a commencé à élaborer, c'est le développement et l'intégration de capteurs bioinspirés sur le modèle des yeux composés de la mouche, avec l'idée que ces yeux composés dans le vivant permettent à la fois une perception plutôt panoramique et en même temps une sensibilité au mouvement. Donc pas forcément d'image très nette, mais une sensibilité au mouvement qui est particulièrement pertinente sur les orbites. Tout à fait. Et puis, comme tu l'as déjà dit, on pourrait effectuer une panorama des stratégies d'émission, de réception du vivant, afin de s'en inspirer pour la communication intersatellite, avoir une communication universelle. Je ne sais pas si vous le savez, aujourd'hui, les satellites ne communiquent pas entre eux. Ils n'ont pas de mode de communication, il n'y a pas de morse du satellite. Voilà. Et en dernier concept, je vais utiliser un gros mot qui est la zoosémiotique. C'est l'idée de repenser toutes nos stratégies de codage de l'information, donc vraiment les infrastructures numériques et le codage de cette information à partir de l'étude des modalités des langages biologiques. Donc de voir à travers toutes les espèces quelles sont les modalités de communication dont on peut s'inspirer pour repenser la manière dont on code l'information de manière efficace. Alors, l'ensemble de ces ateliers s'appuie sur des outils existants, comme le site Ask Nature, qui est bien connu et qui permet d'identifier des modèles biologiques à partir d'une problématique technique. Également, les travaux de thèse de Pierre-Emmanuel Fayemi, qui est présent aussi aujourd'hui à Biomime Expo, et qui synthétise un peu en 8 grandes étapes le processus de conception depuis l'énoncé d'une problématique technique jusqu'à l'exploration du vivant et la génération d'idées bio-inspirées. Ces 8 étapes, elles ont été vraiment pertinentes pour donner un cadre, un référentiel et rassurer les participants dans la façon dont on allait aborder chacun de nos ateliers. En complément de ces outils, on s'appuie aussi sur une R&D interne CBIOS, où on réfléchit aussi à faire progresser toutes ces méthodes et ces outils. Donc on a plusieurs docteurs dans l'équipe qui ont effectué des travaux de thèse sur le prolongement finalement de ce qui avait été fait dans la thèse de Pierre-Emmanuel Fayemi. Donc réfléchir par exemple à la place du designer, aux interactions entre biomimétisme et conception innovante, ou encore à la place du ou des biologistes dans les équipes de conception bio-inspirée. Et enfin, on a notre programme Biomig dédié aux matériaux bio-inspirés, où on va vraiment chercher à amplifier, catalyser l'émergence de matériaux bio-inspirés grâce à tout un lot d'infrastructures numériques et techniques qui créent ce lien entre matériaux du vivant et besoins techniques industriels. Maintenant, Sylvain, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la suite des travaux qui sont menés au CNES ? Volontiers, donc c'est pas fini, hein, l'aventure est en cours. Donc on a rédigé cet été des fiches de proposition d'études R&T pour recherche et technologie, qui est un processus d'innovation au CNES, bien connu, et qui marche. Et pour ça, on l'a nourri en prolongeant des réflexions, avec le CBIOS, entamées lors des ateliers, et notamment sur l'identification à distance. Concrètement, on a proposé d'étudier des capteurs bio-inspirés qui permettraient aux objets spatiaux de détecter l'environnement,
On a proposé aussi de travailler sur les protocoles de communication intersatellite à faible énergie, résilients, peu énergivores, et bien sûr inspirés de la nature. Les retours ont été vraiment très positifs et on va pouvoir lancer, je pense, des travaux innovants dès 2022. Si les planètes continuent à s'aligner. Et au CNES, généralement, on est bon là-dessus, sur tous ces sujets. Et puis, on n'oublie pas une quête qui me tient à cœur, qui est celle du satellite recyclable en orbite. Oui, on ose le penser. Et on sait que tout reste à faire, quasiment, là-dessus. On n'a pas les acteurs, on a à peine les concepts. Mais on pense que la biorespiration, justement, peut beaucoup nous aider pour avancer, afin de permettre une utilisation durable et pérenne de l'espace, sortir du modèle linéaire dans lequel on est depuis Sputnik 57. Très bien, merci beaucoup Sylvain. Je pense qu'on peut applaudir pour ce témoignage. Alors, je vous propose maintenant de quitter le monde des orbites pour nous poser sur un astre. Vous allez nous dire peut-être lequel ou lesquels. Et je vais à la rencontre de Barbara Belvisi et Jim Rohné, que vous représentez Interstellar Lab, également Soliquid. Et je vous laisse nous expliquer comment, à travers cette initiative, on peut peut-être repenser une vie terrestre plus durable à partir des contraintes d'autres environnements spatiaux. Merci beaucoup Sylvain pour la présentation. Nous, on va continuer la mise en abîme parce que là, en fait, ce que vous expliquez, c'est comment vous inspirez effectivement de la Terre pour aider à développer des systèmes spatiaux qui soient beaucoup plus évolutifs et qu'on soit effectivement dans une biomimicrie, en tout cas dans une inspiration de la nature. Chez Interstellar Lab, nous, on part dans l'espace pour essayer de designer des systèmes qui vont nous permettre d'amener la nature, la biologie et la vie en fait sur d'autres planètes. Et en fait, on s'inspire de ces systèmes spatiaux pour les ramener sur Terre. Donc en fait, il y a une espèce, j'ai l'impression qu'entre nous quatre, il y a une espèce de grand balancier entre la Terre et l'espace. Et donc ce qu'on fait beaucoup plus concrètement, c'est voilà. Donc ça, c'est le premier produit qu'on a développé. Donc je rentre tout de suite dans le sujet du produit. On expliquera un petit peu mieux, un peu plus en détail comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais ce produit que vous voyez là, c'est Jim, notre CPO, qui l'a designé et il vous en parlera mieux que moi. C'est ce qu'on appelle un biopod. Donc en fait, c'est un dôme gonflable. Et au départ, on est parti pour créer ce produit-là avec un objectif de se dire, si on devait nourrir des astronautes sur la Lune et sur Mars, comment est-ce qu'on crée la serre du futur qui nous permettrait de créer des conditions climatiques idéales pour faire pousser des plantes. Et donc on est vraiment parti de ça au départ. Et au fur et à mesure du temps et de l'évolution du design du produit, on est arrivé à cette structure-là qui en fait n'est pas du tout destinée à l'espace aujourd'hui et complètement destinée à la Terre. Donc on est vraiment sur les applications terrestres des technologies qui au départ sont destinées à l'espace. Et donc à l'intérieur de ce biopod, qu'est-ce que c'est que biopod ? Biopod, c'est un dôme gonflable qui est une structure autoportée et donc dans laquelle on fait pousser des plantes. Je peux laisser Jim peut-être rentrer dans les détails du produit. C'est une capsule qui fait grosso modo 10 mètres de long par 6 mètres de large et 5 mètres de haut, donc 45 mètres carrés de surface au sol. L'idée étant d'avoir un système qui est déployable très facilement. On quitte le principe des serres qui nécessitent souvent des fondations pour avoir vraiment l'idée d'un produit qu'on peut déployer un peu n'importe où, avec une base composite extrêmement légère qui va accueillir l'ensemble des systèmes techniques qui permettent d'avoir cet environnement contrôlé. Et puis au-dessus de ça, une membrane extrêmement performante qu'on vient gonfler avec des systèmes qui ont l'avantage de ne pas être directement mécaniques, qu'on vient juste assembler autour de la base composite comme une roue de vélo, et puis ensuite qu'on vient gonfler de l'intérieur. Et l'intérêt, c'est que c'est la seule pression interne du biopod qui permet de maintenir cet environnement scellé. Et donc au-delà de ces allures de petites cigales ou de petits criquets qui sont juste formellement, qui dans le processus de design sont intervenus, la compréhension du vivant, elle intervient réellement sur la manière dont on a designé les systèmes à l'intérieur et sur la manière dont on va pouvoir faire pousser des plantes et donc comprendre tous les mécanismes qui interviennent. Donc les différents systèmes qui interviennent, on a une base technique dans laquelle on a les systèmes de traitement d'air, de traitement d'eau et puis aussi de dosage des nutriments,
qui permettent d'alimenter des systèmes qui sont au-dessus du faux plancher et qui sont des structures soit verticales, soit horizontales, dédiées à de l'aéroponie, où là on vient pulvériser des très fines gouttelettes d'eau chargées en nutriments pour favoriser la croissance des plantes. Et donc au-delà de ça, il y a un environnement contrôlé dans lequel on permet de gérer à la fois la pression, la température, le degré d'humidité, et puis l'équilibre des gaz. Donc être capable de faire varier le CO2, l'O2 pour soit favoriser le rendement des plantes, et tout ça dans une optique de test pour pouvoir recréer des écosystèmes particuliers et arriver à identifier progressivement quelles sont les conditions optimales pour tel type de plante. La dynamique en fait qu'il y a derrière ce qu'on fait chez Interstellar, et qu'on retrouve beaucoup dans le Biopod, alors c'est très inspiré je pense d'un projet, d'une structure que tout le monde connaît, je pense ici, qui est Biosphère 2, qui est en fait comment est-ce qu'on réussit à recréer des conditions climatiques idéales dans un environnement complètement contraint et fermé. Et donc nous, notre approche, peut-être à la différence, ou en tout cas dans la lignée de Biosphère 2, c'est de mélanger la biologie et la technologie. En fait, on a, et ça c'est peut-être une croyance qui nous est propre, en tout cas quelque chose qui nous anime, c'est qu'en fait la technologie n'est pas notre ennemi dans la quête de trouver cet équilibre entre la vie et entre l'homme et notre biosphère. Alors moi j'aime pas qu'on sépare, mais malheureusement on est un peu obligé aujourd'hui. Mais voilà, donc nous notre parti pris c'est de se dire ok, on va utiliser la technologie mais avec une mission qui est d'essayer de recréer des écosystèmes et de permettre à la vie de subvenir à l'intérieur de ces structures fermées. Il y a tout un enjeu sur lequel on a encore beaucoup de travail à faire, qui est comment faire en sorte que les technologies, les matériaux qu'on utilise et la manière dont on va déployer le biopod soient aussi, s'inscrivent aussi dans une logique de cycle de produits qui soit totalement en adéquation avec notre mission et avec nos objectifs. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Le biopod tel qu'on l'a conçu et tel que le premier prototype sortira, il est aujourd'hui. On utilise des matériaux qui sont disponibles, disons, sur étagère, qui sont utilisés dans l'industrie de la construction ou dans le développement de produits. L'objectif à terme, il est bien sûr de travailler, de zoomer un petit peu sur les différents composants de ce biopod-là et d'arriver à identifier quels sont les matériaux, soit qu'on peut développer, soit qu'on peut pousser, en tout cas pour arriver à des performances qui sont satisfaisantes, mais qui aussi sont durables et qui évitent d'avoir à la fin un produit qui certes prétend cultiver mieux, produire mieux, mais qui derrière a un cycle de vie qui n'est pas le bon. Donc on va de toute façon sortir un premier prototype qui sera tel qu'il est, qui va nous permettre de tester énormément et de valider aussi tout le principe d'automatisation, de contrôle, parce qu'au-delà de tous les systèmes, on a toute une batterie de capteurs qui bien sûr permet de faire remonter de la donnée et puis de gérer toute l'automatisation de l'environnement contrôlé. Mais après, il y a bien sûr une recherche dans la performance des matériaux mêmes qu'on va utiliser, que ce soit sur la membrane avec éventuellement des matériaux qui me permettent de capter de l'énergie aussi, d'être aussi dépoussiérant par exemple naturellement, parce qu'on a tout cet enjeu de faire passer de la lumière dans le biopod, donc il faut bien sûr que cette membrane reste plus ou moins intacte. Donc voilà, toutes des recherches sur la performance structurelle aussi de la base qui est structurelle, où là l'enjeu il est d'être le plus léger possible pour arriver à limiter l'impact CO2 au moment du transport, mais aussi d'être extrêmement résistant pour pouvoir accueillir tous les systèmes techniques. En fait, dans le concept, alors ça a été la base d'Interstellar. Pourquoi la société est née, c'est vraiment en faisant le lien il y a le nouvel ère spatiale qui commence, donc ça commence vraiment à s'accélérer en 2017 avec SpaceX qui montre la réutilisabilité des boosters. Et donc en fait, il y a cette nouvelle quête de l'exploration spatiale, ce retour sur la Lune qui se passe, cette avancée sur Mars qui se passe. Et en fait, en voyant ça, l'idée a émergé de se dire, mais en fait, une minute papillon, c'est vachement bien d'aller s'installer et de dire qu'on va devenir une espèce multiplanétaire, mais si on n'est pas fichu de développer des systèmes pour vivre correctement sur Terre, c'est quoi le sens derrière tout ça? Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de nous projeter en nous disant, si on habitait sur notre planète, comment on designerait les systèmes? Et en fait, de designer ces systèmes pour les ramener ici,
pour essayer d'implémenter une manière plus durable de vivre. Et donc le biopod, là, il est mis dans un contexte de production de fleurs, parce qu'on travaille beaucoup avec des acteurs sur Terre qui ont des problématiques de sourcing de plantes, que ce soit dans la cosmétique, dans la pharmaceutique, qui est aussi dans la production de nourriture, ont besoin de produire de la nourriture de manière durable en environnement contrôlé. Et donc le processus est intéressant parce que ce qui était une idée, un concept en 2018, et Alain Renaudin était là, François Spiro aussi m'avait fait l'honneur de venir à l'avant-première en novembre, il y a 2 ans. Ce qui était un concept, aujourd'hui on est vraiment trouvé un produit qui prend tout son sens et qui vient apporter une solution. Et enfin voilà. Et donc c'est aujourd'hui c'est ce premier produit qu'on vient présenter à Biomime Expo. Et puis à nouveau, c'est voilà, au départ on est parti de ça en se disant tiens, ça va être quoi une base lunaire, et puis au final on arrive à un système qui apporte une solution sur Terre. Peut-être juste pour finir sur la conception, parce qu'on parlait pour refaire peut-être une mise en abîme encore sur comment la nature nous inspire aussi dans le spatial. En fait, dans la conception même des stations et du biopod, et Jim l'a nommé un peu au début, mais on s'est aussi beaucoup inspiré de la nature et de regarder la manière dont les plantes grandissent. Et on avait travaillé sur tout ce concept qu'on voit aujourd'hui à l'image, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer les habitats de manière organique. Et donc on a recréé donc le biopod, comme vous le voyez là présenté. Il s'apparente quelque part à une pétale d'une fleur, la fleur étant cet ensemble de biopodes qu'on avait rassemblés, et on a ces tiges qui vont rallier les fleurs les unes avec les autres. Et donc en fait, dans le déploiement futur des stations qu'on envisageait dans l'espace, on avait beaucoup imaginé justement comment elles pouvaient un peu à la limite, à la manière de plantes, s'agrandir et s'installer. C'était notre petit clin d'œil, petite clin d'œil de mise en abîme un peu sur ce qu'on fait. Ça, c'est la maquette que vous pouvez voir sur le stand là-haut, donc qui illustre la station lunaire. Voilà, on est ravis de pouvoir vous accueillir et vous en dire plus. Et qui est oui, une combinaison en gros des différents dômes fonctionnels que pourrait rassembler la station. Donc on l'a conçu, c'est pour ça qu'il y a cette idée de connecteur central qui joue le rôle de mission control, et auquel on vient connecter de manière standard, donc avec des airlocks standards, les différents dômes fonctionnels, que ce soit la zone de production de nourriture, l'arboretum plus pour la dimension psychologique de l'équipe, où là on aurait un système qui s'apparente plus à ce qu'on peut retrouver sur la Terre et qui permet à l'équipe d'avoir un semblant sur la Lune de ce qui se passe sur Terre, l'habitat, et puis bien sûr le dôme qui est destiné à tout ce qui est recyclage de l'air, de l'eau et des déchets organiques, pour fermer la boucle et que tout soit réimplémenté dans le système, que ce soit l'air, l'eau ou les déchets dégradés qu'on retourne en nutriments. Voilà. Et oui, et donc l'idée bien sûr c'est de pouvoir, enfin je passe un dernier mot sur, parce que vous avez mentionné ce liquide, le rapprochement avec l'impression 3D, puisqu'on en parle, l'approche biomimétique, elle va être, enfin on croit beaucoup à l'impression 3D pour les biopods qu'on compte construire, sachant que c'est une technologie qui va nous permettre d'économiser beaucoup de matière et surtout d'atteindre des performances, que ce soit au niveau macro ou micro, intéressantes. Et où là, l'impression 3D nous permettrait soit justement d'imprimer nous-mêmes nos membranes, d'arriver à des structures composites qui soient très légères mais très structurelles, enfin très performantes structurellement. Et puis, pourquoi pas arriver à aussi designer nos structures d'aéroponie avec des matériaux vraiment intéressants qui permettent de limiter soit le développement des bactéries, avec voilà, des matériaux biosourcés très intéressants. Donc beaucoup de travail là-dessus à venir, mais on croit beaucoup à l'impression 3D pour le développement de nos futurs biopods. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on peut les applaudir également. On aimerait beaucoup prendre le temps de faire plus de croisements entre ce qui peut se passer au CNES et puis vos développements. On n'aura pas le temps tout de suite, mais je pense qu'on peut se donner rendez-vous sur votre stand pour voilà, approfondir tout ça. Merci encore pour cette présentation. Pour clôturer cette séquence, j'invite Jean-Pierre Gou de One Home à nous rejoindre sur scène afin de nous faire vivre l'Overview Effect. Volontairement, j'en dis pas plus et je vous laisse nous faire voyager. Je pense. Est-ce qu'il faut un micro en plus, c'est ça? Il y en a un sur la chaise au bout. Vous avez besoin de passer les slides? Oui, oui.
On a un peu de retard, donc il y a à peu près une quinzaine de minutes de présentation et 7 minutes d'expérience. Donc si vous avez un peu faim, patientez, mais vous allez voir que votre repas sera encore meilleur après. Est-ce qu'on a les transparents, les slides? Elles sont sur les écrans de devant, mais pas... Ils ne sont pas là. Voilà. Avant de nous faire voyager dans l'espace, quelques informations. Pourquoi on fait ce projet? Ce projet il est très lié à la situation actuelle de l'humanité qui se résume très bien par ce graphe. À gauche, vous avez la population humaine. On était à peu près 1 million à la sortie de l'âge glaciaire au néolithique. On sera 8 milliards en 2023. Et il y a un certain nombre d'humains qui vivent ici selon ces manières-là. Ici, c'est la mégalopole de Tokyo, 42 millions d'habitants. Et depuis, on va dire, la fin des années 60, il y a un certain nombre de chercheurs qui se posent la question de savoir si, à un moment donné, on ne va pas excéder les limites de la planète. Donc ça s'est soldé par le rapport Meadows en 1972. Les conclusions du rapport Meadows n'ont pas été écoutées. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des émissions de CO2 qui ont presque triplé depuis 1970, et une population humaine qui a doublé, et aussi un indice du vivant. Ici, c'est l'indice planète vivante du WWF qui a baissé de 65%. C'est quelque chose qui ne nous parle pas, mais si la population humaine avait baissé de 65%, je pense que ça nous parlerait beaucoup plus, et c'est pourtant ça qu'on est en train de faire. On insiste souvent sur le CO2 ou sur la biodiversité, mais il y a 9 limites planétaires, il y en a peut-être même encore plus, qu'on est en train d'excéder, qui ont été donc cataloguées par Rockström et l'Institut de résilience de Stockholm. Et toutes ces limites planétaires sont à prendre en compte dans la manière dont on devra redesigner la façon dont les humains vivent avec leurs ressources et avec la nature. Si on prend juste le CO2, vous avez à gauche la courbe d'évolution de nos émissions de CO2 et à droite la courbe que l'on s'est donnée comme objectif avec l'accord de Paris. Et on voit bien que c'est quelque chose de complètement inédit dans l'histoire de la population humaine, c'est-à-dire qu'on va devoir faire machine arrière, ou en tout cas sur la partie fossile, devoir faire complètement autrement, avec moins 5% de réduction des émissions de CO2 par an, alors que pendant le Covid, où on a l'impression que le monde entier s'est arrêté, on n'a fait que moins 5%, qu'on a repris dès l'année d'après. On voit bien que c'est un challenge inouï pour l'histoire de l'humanité. Et si on devait résumer ce challenge, en fait, on est sur une planète dans le cosmos qui a un certain nombre d'éléments chimiques variés. Et avec ces éléments chimiques, aujourd'hui, il y avait une nature qui préexistait à l'apparition de l'homme, il y a, on va dire, Homo sapiens, il y a 300 000 ans. Et on a utilisé un certain nombre de ces atomes pour concevoir un technosystème, un ethnosystème dans lequel nous vivons. Et ce système, à la fois en stock et en flux, il va falloir qu'il soit redesigné. Et pour ça, pour l'instant, on a beaucoup utilisé une chose qui est notre cerveau, c'est-à-dire notre créativité. La façon dont l'être humain a exercé sa créativité, on voit bien, n'a jamais tenu en compte des limites de la nature. Donc ça, il va falloir prendre ça en compte. Et donc, c'est là où les approches de type biomimétique sont absolument indispensables, et ça devrait être même la seule façon de designer des produits. Et donc, c'est vraiment une très bonne chose de voir autant d'exposants aujourd'hui à Biomime Expo, et on espère que ça sera encore plus gros les années d'après. Et on pense souvent au cerveau, mais on oublie aussi quelque chose d'absolument fondamental dans le corps humain, qui est le cœur. Parce que pour pouvoir créer en biomimétisme, il va falloir créer ce que la nature a toujours fait en résonance, c'est-à-dire en imaginant les impacts de chaque chose que l'on fait sur les autres choses. Parce qu'on est dans un système interdépendant, et l'être humain, par la psyché, s'est détaché de ce qui l'entoure, et le cœur est le moyen de se reconnecter au reste. Le cœur sera aussi très important parce que cette transition, si vous prenez rien que la transition sur le carbone, il va falloir énormément d'entraide entre ce qu'on appelle les gagnants et les perdants. Il y a des pays qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent avec du pétrole et qui n'en gagneront plus. Et on voit bien qu'il faudra une redistribution des richesses, à la fois au sein des pays pour avoir une équité dans cette transformation, mais aussi à un niveau planétaire. Et c'est quelque chose, je dirais, exercer nos capacités de compassion au-delà de notre famille ou de notre ethnie ou de notre culture ou de notre nation, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, et donc il va falloir déployer une sorte de compassion universelle. Alors cette compassion universelle, à l'échelle de la planète, on a une chance, c'est que l'on sait ce sur quoi l'on vit. Et c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité, on le
disais Homo sapiens à 300 000 ans ou quelques millions d'années si on prend les premiers hominidés. Ça fait seulement 50 ans qu'on sait à quoi ressemble notre planète vue de l'espace. Donc c'est une photo qui a été prise par Apollo 17 en 1972. Et cette photo, c'était la première photo de la Terre prise en entier depuis l'espace. Et quand on l'a vue, ça a sidéré les gens parce qu'on a vu à quel point cette planète est magnifique, vivante, même si on ne la voyait pas bouger parce que c'était une image fixe, belle, fragile et surtout une oasis dans ce vaste cosmos. Donc c'est une image qui a changé les consciences. Et en allant dans l'espace, il n'y a pas que cette image qui a été prise. On s'est aperçu que les astronautes, donc les 550 heureux humains qui ont eu la chance d'aller dans l'espace, quand ils ont vu la Terre depuis l'espace, il s'est passé dans leur tête et probablement aussi dans leur cœur un changement de paradigme, c'est-à-dire que beaucoup sont tombés amoureux de la Terre. Et cet effet, il s'appelle l'overview effect, et un certain nombre de psychologues ou de chercheurs ont remarqué qu'il était provoqué juste par des sensations, et c'est un cumul du sentiment d'apesanteur, du silence, du sentiment de peur, parce qu'on est quand même dans des environnements qui sont très exposés, et également de la vision grand large de la Terre. Et quand j'avais découvert ça il y a 25 ans, je m'étais dit, et en voyant les messages des astronautes, qui étaient vraiment des messages justement de compassion universelle et de compréhension par le cœur et par les tripes que la Terre était un tout interconnecté, qu'il fallait protéger et que c'était indispensable, je m'étais dit, est-ce qu'on pourrait créer une expérience qui permettrait aux gens d'avoir au moins la substance de cette expérience. Donc, il y a 25 ans, je regardais différentes images de la Terre en orbite et ça ne fonctionnait pas, en fait, l'expérience qu'on arrivait à faire. Et il nous fallait des images de la Terre en entier pour avoir ce sentiment de globalité que même Thomas Pesquet n'a pas, parce qu'à 400 km d'altitude, il voit qu'à peu près à 1000 km dans un sens et dans un autre, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette image globale de la Terre. Et il n'existait pas d'autres photos que Blue Marble, qui avait été prise en 72. Et au moment où je réfléchissais à ça, Al Gore avait eu la même idée, mais lui, il était vice-président des États-Unis, et il a chargé la NASA de construire un satellite qui s'appelait à l'époque Triana, et de l'envoyer au seul point dans le système solaire où, sans dépenser d'énergie, on peut avoir des images de la Terre complètement éclairées. Donc ce point, il s'appelle le point de Lagrange L1, il est sur l'axe Terre-Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1,5 million de kilomètres, c'est 4 fois la distance Terre-Lune et c'est 1/100 de la distance Terre-Soleil. Donc ce graphe ici n'est pas représentatif, mais vous avez deux bassins de gravité, un bassin d'attraction gravitationnelle du Soleil, un bassin d'attraction gravitationnelle de la Terre, et entre les deux, il y a un point d'équilibre, qui est un point d'ailleurs d'équilibre instable, on appelle ça un point SEL en maths, et ce point, si vous placez un satellite ici, il sera toujours dans l'axe de la Terre, et en dépensant très peu d'énergie, il peut envoyer des images de la Terre. Alors, il s'avère qu'à l'époque, Al Gore s'est lancé dans la course à la présidentielle contre George Bush, et que la mission Triana a été annulée par George Bush lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche avec Dick Cheney en 2001. Et à l'époque, moi, j'étais très triste parce que du coup, je n'avais pas les images que j'aurais voulu avoir pour faire ce projet. Du coup, je me suis lancé dans l'écriture d'un roman. Ça m'a pris 10 ans parce qu'il y avait 2 tomes, et dans lequel je raconte comment ces images pourraient déclencher un changement de conscience si elles étaient disponibles. Donc, ces livres qui ont été publiés en 2010-2012, à la fin du livre, j'imaginais que ce satellite partirait et qu'il pourrait participer à un changement de conscience. Et il s'avère que la fiction est devenue réalité, puisqu'en 2013, j'ai appris que l'administration Obama allait envoyer ce satellite en douce avec une autre mission de l'US Air Force qui devait envoyer un satellite au point de Lagrange L1, non pas pour filmer la Terre, mais pour filmer le Soleil. Donc ce satellite est parti en 2015 par SpaceX, dont a parlé Barbara tout à l'heure. Donc c'est Elon Musk qui l'a lancé, c'était un satellite de l'US Air Force, c'était la première mission militaire de Elon Musk. Et ce satellite est arrivé en juillet 2015 au point de Lagrange L1, et Obama a présenté la deuxième photo de la Terre prise depuis l'espace, donc on l'appelle Blue Marble 2. Et puis, à partir du mois de septembre 2015, la NASA a publié sur son site, non pas un film, mais 10 images de la Terre prises sous différents angles chaque journée. Et ces 10 images, ce n'est pas suffisant si vous voulez faire une vidéo de la Terre qui tourne, dont moi j'avais besoin pour pouvoir faire le projet. Alors avec un ami qui s'appelle Michael Bocara, on a conçu un algorithme parce qu'on a la chance que quand la Terre tourne, en fait la Terre elle tourne beaucoup plus vite que la vitesse des nuages, et avec des algorithmes d'interpolation, on a réussi à recréer des vidéos 4K de la Terre à partir des images quotidiennes qu'on obtient du site de la NASA sur ce satellite qui s'appelle Discover.
Donc, en projetant voilà, ces images sur des sphères, on a réussi à créer ça. Et ce premier projet qui s'appelait Blue Turn a eu beaucoup de succès. Il y a eu des projections dans le monde entier. Et là, par exemple, c'est une projection qui a eu lieu le jour de la Terre, il y a 3 ans, je crois, à Tel Aviv, sur un des plus gros bâtiments de Tel Aviv. Et il y avait des milliers de personnes qui étaient réunies pour regarder la Terre. Alors, vous allez voir tout à l'heure ces images, mais je vous parlais juste quelques instants du projet qui a suivi cela. Donc, il y a 2 ans, avec un ami qui est ici, Kim Yun-ke, qui est designer, on a utilisé ces images pour créer une expérience qui s'appelle One Home, donc la terre en partage, la maison commune, si vous voulez, et avec l'idée de faire vivre cet overview effect à des millions de personnes et que chacun puisse organiser des événements comme on est en train de le faire maintenant. Donc, dans One Home, ce qui est très important pour mettre les gens à la fois dans cette ambiance d'apesanteur, mais aussi de déconnexion, et puis pour accroître la beauté de la Terre, on a travaillé avec des musiciens. Donc sur le site de One Home, il y a un certain nombre de vidéos, enfin tout est gratuit de toute façon, c'est une ONG, et on a travaillé avec la chanteuse française Yael Naïm, avec le musicien d'électro Agoria, et puis aussi avec Mark Hager, qui est un des associés de Hans Zimmer, dont vous allez écouter la musique tout à l'heure, pour concevoir des musiques qui mettent les gens en apesanteur et pour ouvrir ces instants d'overview effect et de prise de conscience planétaire. On a aussi, l'année prochaine, on va, là il y a eu, avec le Covid, il y a eu moins d'événements, donc là les choses reprennent, on va lancer la suite de One Home et notamment donner la possibilité aux gens, une fois qu'ils auront vécu cette expérience d'overview effect, de déclarer leur amour à la Terre, c'est-à-dire de partager les émotions qu'ils ont ressenties par un message vocal qu'ils enverront à nos serveurs et qui orbiteront, un peu comme ces satellites que vous décriviez tout à l'heure, autour de la Terre. Et vous pourrez écouter des messages du monde entier. Et on a l'objectif de collecter 1 million d'étoiles d'amour dans les écoles, dans les entreprises, et de faire un grand appel parce que, en fait, la Terre aujourd'hui, c'est la grande absence de nos débats écologiques. Quand on regarde le ciel, on voit tout le cosmos, mais pas la Terre. La Terre, elle est sous nos pieds. Et l'idée, c'est vraiment d'inviter la Terre dans nos débats et également de lui déclarer notre amour, parce que comme tout être, elle a besoin de cet amour. On va aussi proposer des expériences d'overview effect collectif. Ça, c'est un de nos parrains dans l'association, Jean-François Clairvoy, qui nous expliquait que regarder la Terre depuis l'espace, depuis ses hublots, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et dès qu'ils ont un moment, c'est ça que les astronautes font, du Earth gazing. Mais ce qu'il nous expliquait, c'est que quand ils regardaient la Terre à plusieurs depuis l'ISS, il y avait quelque chose d'encore plus fort, comme s'il y avait un fluide qui circulait entre le cœur des astronautes, le cœur de la Terre, et qui revenait vers eux. Et quand il nous expliquait ça, on s'est dit, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est non pas mettre 3 humains en train de regarder la Terre, mais faire des rondes d'humains, un peu inspirées de ces tribus africaines, dans lesquelles on met les gens en résonance pour qu'ils vivent ensemble des expériences d'overview effect. Donc sur le site One Home l'année prochaine, il sera possible d'organiser des sessions d'overview effect qui seront ouvertes à tous, et vous serez mis en commun avec d'autres personnes qui seront enregistrées sur d'autres endroits de la planète, qu'on mettra en cercle. On vous dira qui sont vos voisins de droite, qui sont vos voisins de gauche. Ils rejoindront votre profil et vous pourrez, après l'expérience, écouter leur message d'amour, même si c'est dans une langue inconnue, pour créer des liens entre des humains à différentes parties de la planète. Voilà, donc ça, c'est ce qui sera lancé dans l'expérience One Home. Le site internet de One Home, c'est onehome.org. Sur les réseaux sociaux, c'est onehome.org. Vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Et on espère que ça sera lancé au printemps prochain. Voilà. Donc maintenant, je vais vous demander si c'est possible de baisser la lumière complètement pour qu'on puisse vivre cette expérience d'overview effect. Si on peut éteindre même toutes les lumières de la salle. Voilà. Et moi, je vais me mettre sur le côté. Et donc, juste pour vous mettre en condition, imaginez que vous êtes à 1,5 million de kilomètres de la Terre, sur cet axe Terre-Soleil, que vous avez le Soleil dans le dos, que face à vous, vous avez... alors, est-ce qu'on peut enlever l'image de fond pour pas qu'il y ait l'image de fond sur la vidéo? Voilà, parfait. Donc, imaginez que vous avez le Soleil dans le dos et que vous êtes, voilà, cet petit humain flottant dans ce point qui est le plus bel endroit de l'univers pour admirer la Terre. Et voilà, on va faire un tour de la Terre et on se retrouve dans 7 minutes, après une petite introduction de Moby et après la musique de Mark Hager.
Si on peut remettre juste le dernier slide, quelques instants. Bon, j'espère que ce voyage vous a mis en appétit. Donc voilà, vous pouvez trouver toutes ces vidéos, et ces vidéos, vous pouvez organiser des événements dans vos entreprises, etc., sur onehome.org ou sur les réseaux sociaux. On lance au printemps 2022. On est toujours en recherche de quelques mécènes, donc si jamais c'est un projet qui résonne, n'hésitez pas. Et voilà, notre motto, c'est vraiment que la planète n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être aimée, et que le cœur serait certainement une des voies les plus importantes à utiliser dans la transformation qui nous attend. Merci à tous. Merci à tous. Je vais nous laisser profiter de ce moment suspendu, de cette belle expérience, et je vous donne rendez-vous à 14h pour la suite du programme. Merci à vous tous.